Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se replonge un peu dans une affaire qui avait pas mal secoué le monde intellectuel, il y a un certain temps déjà. Imposture intellectuelle, le livre d'Alan Sokal et Jean Bricmont, sorti en 97. Oui, et c'est intéressant parce qu'on a un entretien avec eux qui date de 2017, donc 20 ans après. Ils y reviennent sur toute l'histoire. Tout à fait. Faut rappeler quand même le point de départ, le fameux canular de Sokal dans ce texte en 96. Un article volontairement absurde, hein. Exactement, un piège en quelque sorte. Et là, ce qu'on veut explorer, c'est voir ce qu'il reste de tout ça, 20 ans plus tard, surtout à travers ce que les auteurs racontent des réactions. Parce que ça n'a pas été tendre apparemment. Ah non, pas du tout. Ils parlent de sobriquets, d'injures, de moqueries. C'était assez virulent venant de certains philosophes notamment. D'accord, allons-y, regardons ça de plus près. D'abord, l'impact à l'époque. Il y a eu un effet positif, non, pour certains étudiants? Oui, oui, clairement. Beaucoup se sont sentis soulagés. Ils se disaient «Ah, si je comprends rien à ce texte hyper compliqué, c'est peut-être pas entièrement de ma faute». L'idée que le roi était nu, en quelque sorte. Ça a démystifié un peu le truc. Tout à fait, un effet libérateur indéniable. Mais il faut tout de suite nuancer, parce qu'à côté de ça, il y a eu une réaction très négative et surtout qui a duré. C'est-à-dire? Beaucoup des auteurs critiqués dans le livre ou leurs disciples ont un peu, comment dire, ignoré le fond du problème. Ils n'ont pas répondu sur les arguments précis. Voilà. Souvent, ils caricaturaient la position de Sokal et Brimond sans jamais vraiment citer le livre, sans discuter les exemples précis d'abus de langage scientifique qu'ils donnaient. Hmm. Et d'ailleurs, Jacques Bouvresse l'avait un peu prédit ça. Il avait dit attention, ça pourrait se retourner contre eux et les auteurs critiqués pourraient passer pour des victimes. Ah oui, l'argument de l'attaque anti-intellectuelle ou anti-française même parfois, hein. Exactement. Et du coup, on dévie du débat sur la rigueur intellectuelle vers quelque chose de plus personnel. Et ça a été le cas. Les réactions personnelles, elles ont été fortes. Ils en parlent, Sokal et Bricmont. Ah oui, ils ont même fait une sorte de florilège des noms d'oiseaux qu'ils ont reçus. Ah bon. Genre, Des trucs comme cow-boy, petits instituteurs foucauldiens, nains qui ressemblent à ces vieux adolescents qui jouent au Game Boy. c'est violent, hein. Et assez méprisant. Oui, il y a aussi Monsieur Homais des Montagnes Rocheuses, alors que Sokal, il habite New York, donc bon. C'est presque drôle si ce n'était pas si agressif en fait. Et le pompon, c'est peut-être la suggestion de Philippe Solers, Qui était? d'enquêter sur la vie privée et sexuelle de Sokal et Bricmont pour comprendre leur motivation profonde. Ah oui, là on sort complètement du débat d'idées. C'est assez fou. Carrément. Et cette attitude un peu défensive, ce refus de regarder la critique en face, ça montre que les travers dénoncés à l'époque, ils ont peut-être pas disparu. C'est ça la question. Est-ce que ce genre d'abus de langage scientifique, ce manque de rigueur parfois, ça existe toujours? On a des indices qui le suggèrent, notamment les canulars académiques qui ont continué à fonctionner après la sortie du livre. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il y en a une autre. Oui, oui. Par exemple, en 2015, un canular contre une revue dirigée par Michel Maffesoli, un article au titre improbable sur l'automobilité postmoderne. Maffesoli, ça rappelle l'affaire de la thèse de Tessier sur l'astrologie qu'il avait dirigée, non? Exactement. Il y a un écho, oui. Puis en 2016, un autre canular, cette fois visant une revue consacrée à Alain Badiou. D'accord. Et les auteurs de ce canular-là ont même publié une tribune dans l'IB pour dire que oui, les canulars, ça peut être utile pour la critique. Et il y a eu aussi cette histoire de pénis conceptuel en 2017. Oui, le conceptual penis hoax. Sokal lui-même était un peu plus réservé sur celui-là parce que la revue ciblée était peut-être pas de premier plan, mais ça montre quand même une certaine persistance du phénomène. Et puisque vous parlez de Badiou, lui, il est devenu une figure assez centrale, peut-être plus qu'en 97, non? Oui, tout à fait. Son influence a grandi. Et il y a cette phrase assez étonnante dans son livre Éloge des mathématiques de 2015. Juste après avoir parlé du théorème de Cantor, il écrit, je cite, le théorème de Cantor réfute à un niveau abstrait le règne contemporain de l'individualisme. Ah oui, cette phrase. Comment on passe de la théorie des ensembles infinis de Cantor à une réfutation de l'individualisme? C'est audacieux comme lien. C'est précisément ce que Bricmont notamment analyse. Le problème, c'est pas que Badiou aime les maths, évidemment. Non, bien sûr. Le souci, c'est de faire ce saut direct, cette inférence politique à partir d'un concept mathématique aussi abstrait, aussi pointu. Le théorème de Cantor, ça porte sur les infinis. C'est déjà hyper contre-intuitif. Oui, les différentes tailles d'infini. Voilà. Et Badiou semble appliquer à la société humaine. Sauf que la société humaine, c'est un ensemble fini d'individus. Du coup, les subtilités de la théorie des ensembles infinis deviennent triviales ou inapplicables.
C'est un peu ça l'idée de briquement. Ça devient trivial et du coup l'utilisation de termes comme théorème de Cantor ou d'autres comme hypothèse du continu, axiome du choix, ça peut donner l'impression d'une profondeur scientifique incroyable. Ah, alors qu'en fait, c'est peut-être plus un effet de style, un jargon. Oui, un outil pour donner un vernis de rigueur, peut-être pour impressionner, voire intimider un peu. Bricmont se demande si la connexion logique est vraiment solide. Il donne un autre exemple où Badiou lie l'hypothèse du continu au réalisme syndical. Au réalisme syndical. D'accord. Le lien est pas évident, hein, effectivement, hein. Pas évident du tout, non. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, 20 ans après imposture intellectuelle, on voit que l'affaire a eu un impact, c'est sûr, libérateur pour certains. Oui, Mais ça a aussi provoqué des réactions très hostiles, très personnelles, de la part de ceux qui étaient visés. tout à fait. Une vraie levée de bouclier. Et les exemples plus récents, les canulars qui marchent encore, le cas Badiou, ça suggère que le fond du problème, la question de la clarté, de la rigueur, de l'usage parfois un peu intimidant du jargon scientifique dans les sciences humaines, eh ben c'est toujours d'actualité. Exactement, le débat reste ouvert. Et ça nous laisse au fond avec une question assez importante pour tout le monde aujourd'hui. Laquelle? Face à un discours, un texte qui mélange des concepts scientifiques très pointus, maths, physique, peu importe, avec des affirmations sur la société, la politique, l'amour, la vie, comment on fait pour garder son esprit critique? Comment distinguer le vrai du faux? Ou plutôt, Ou plutôt, comment distinguer une vraie articulation interdisciplinaire qui apporte quelque chose d'un simple effet de rhétorique, d'une analogie un peu bancale, ou juste d'une tentative d'impressionner avec des mots compliqués? c'est une excellente question. Savoir repérer quand le jargon sert à masquer le vide ou à intimider. Voilà. C'est une compétence clé, je pense, pour naviguer dans le paysage intellectuel actuel. Se poser cette question, c'est déjà un bon début.